Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici les principales articulations. La Guinée, grande absente au sommet de Paris sur les économies africaines touchées par le Covid-19. Quelles peuvent être les conséquences pour le pays? Des acteurs politiques s'expriment sur le sujet dans ce journal. Sur 17 mai, la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information en Guinée, ce sont plus de 300 millions de dollars qui ont été investis dans le secteur sans grands effets. Vous aurez donc les détails dans un court instant. Un expert nous dira sur les défis dans ce journal. L'angle de ce soir va nous conduire à Cancan où une jeune dame en état de famille hospitalisée à la maternité de l'hôpital régional a perdu la vie pour défaut de paiement des montants de 700 000 francs guinéens que les médecins ont exigé des médecins qui, par la voix de la sage-femme qui était de garde pendant la nuit de l'incident, nient en bloc les accusations. Les détails, c'est dans un court instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. La Guinée ne prendra pas part au sommet de Paris sur les économies africaines affectées par le Covid-19. La question sur toutes les langues, c'est quelles sont les conséquences directes de la non-participation de notre pays à cette rencontre. Pour répondre à la question, nos reporters ont rencontré quelques acteurs politiques de la scène ici même en Guinée. André Moussi Milimono, Aboubakar Kekebangora, reportage. C'est une quinzaine de pays africains qui participent à partir de ce mardi à ce sommet pour la relance de l'économie en Afrique. La non-participation de la Guinée à cette rencontre suscite assez de débats dans la cité. Cet économiste estime qu'il ne faut pas trop s'alarmer puisque l'économie guinéenne s'est montrée assez résiliente face au Covid-19. Je ne crois pas que cela puisse avoir un impact extrêmement grave sur l'économie guinéenne, d'autant plus que l'économie guinéenne a fait preuve d'une grande résilience face à cette pandémie. Notre PIB réel est dans les 5,2%. Nous avons une dette à 44% environ du produit intérieur brut. Et cela n'est pas... c'est un risque modéré. On a un risque modéré de surendettement. Nous ne devrons pas être trop alarmés pour ça. Au cours de ce sommet, la question de l'annulation de la dette des pays africains sera abordée. L'absence de la Guinée à ce sommet n'aura aucun impact politique dans le pays d'après cet activiste de la société civile guinéenne. Il pense que le pays ne souffre d'aucune anomalie diplomatique. Il y a des pays qui sont là-bas aujourd'hui en France. Nous n'avons aucune leçon à tirer de ces pays-là. Mais ils sont invités quand même. C'est des pays où il y a des présidents qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Et nous savons ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc je vous dis, et ça reste clair, la Guinée quand même a sa place au jour d'aujourd'hui dans tous les concerts des nations. Nous n'avons été interdits dans aucune institution internationale. Dans aucune institution internationale. Ibrahim Amari Kamara se dit rassurant quant aux permanences que pourrait connaître l'économie guinéenne si seulement le gouvernement appliquait ses recommandations. Il faudrait que les autorités rationalisent les dépenses publiques. Le budget dans lequel les dépenses de fonctionnement dépassent les dépenses d'investissement, c'est un budget qui envoie le pays à la dérive. Deuxièmement, il faudrait qu'on réduise les subventions. Des hommes politiques issus de l'opposition guinéenne, ne voulant pas se prononcer sur la question, nous ont confié hors micro que cette absence de la Guinée à ce sommet résulterait du non-respect des droits humains dans le pays. Encore dans les rangs de l'UFDG après le président Cellou Dalein Diallo, c'est le vice-président du parti qui a été empêché de voyager ce samedi sur la France. Dr Fodé Oussou Fofana estime que ce voyage fait suite à la délivrance d'un dossier médical, le programmant pour une intervention chirurgicale qui était prévue à Paris. Ce lundi, une autre violation des droits de l'homme encore décriée par les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ali Badara Camara, Yacouba Traoré pour plus de détails. Pendant que le vice-président de l'UFDG se préparait pour répondre à la convocation de son médecin pour suivre une intervention chirurgicale à Paris ce lundi,
Dr Fode Oussou Fofana a été contraint de rebroucher chemin à l'aéroport international de Conakry-Bessia sans aucune notification d'interdiction de voyager hors de la Guinée. Pourtant, il dit avoir reçu tous les documents lui permettant de respecter le rendez-vous. Comment on peut empêcher humainement quelqu'un qui est malade, qui a des risques, qui peut perdre son œil, l'humanisme a quitté ce pays? Comment on peut empêcher quelqu'un d'aller se faire soigner? Comment ils peuvent se regarder si quelque chose m'arrive demain? Si je perds mon œil, la vie c'est la vue. C'est un organe petit qui est sensible. On ne peut pas le donner. On ne peut pas se traiter. Ça veut dire que ce n'est pas le paludisme qu'on traite là. Selon le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le risque est trop de perdre son œil pour des raisons de violation des droits de l'homme qui seraient récurrentes au pays dans ces derniers temps. Je vais être opéré à 11 heures. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, tous les jours comptent. Il y a des risques énormes pour ma santé. Il y a des risques énormes. Je ne parle pas du bras, je ne parle pas des pieds. Je parle de l'œil, qui ne peut être traité que dans les centres spécialisés. Pour le moment, les raisons du confinement forcé des membres de l'UFDG dans le pays ne sont pas motivées. Son vice-président lit cette interdiction à sa position politique. Si vous ne voulez pas qu'un citoyen sorte, la chose la plus simple, c'est de notifier. Et vous dites pourquoi. À moins que, quand on est vice-président de l'UFDG, on est proche collaborateur de Cellou, on a été son directeur de campagne, on est loyal à Cellou. À moins que ça soit un crime. Peut-être si j'ai fait un crime dans ce pays, c'est pour ça. Moi, je suis un pharmacien avant d'arriver en politique. Je suis en politique derrière Cellou. Pour rien au monde, ça changera. Jusqu'à preuve du contraire, Dr Fode Oussou Fofana impute l'annulation de son voyage au commissaire de l'aéroport international de Conakry-Bessia qui aurait donné des ordres aux agents de l'aéroport. Toujours chapitre politique, le premier questeur de l'Assemblée nationale expose des pistes de solutions pour une sortie de crise économique. L'ancien président de la Commission économique et finances mise sur la lutte contre la corruption et la culture de bonne gouvernance pour résister à la crise mondiale. Il l'a dit ce lundi à Mamoudou Boulé-Regalo et Amar Alex Silla. Suivez. La Guinée rime avec richesse, mais a une population qui se lamente à chaque occasion. Ce député demande une prise de conscience pour vivre dans la prospérité. La Guinée doit sortir de ce contraste de pays potentiellement riches, mais avec les populations parmi les plus pauvres de la planète. Il faut qu'il y ait un effort, une amélioration globale de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, c'est une amélioration d'abord du comportement du Guinéen lui-même. Qu'il prenne conscience qu'il est Guinéen, qu'il cesse de penser qu'il est du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il faut qu'il sache que s'il sort de la Guinée, on dira les Guinéens. L'Assemblée nationale actuelle est contestée par l'opposition, mais aussi qualifiée de monocolore, même en son sein. Ce député de la mouvance présidentielle est bien conscient et il promet de surprendre. Ce n'est pas parce que nous sommes majoritaires que nous allons être une caisse à résonance. On aura manqué à notre mission. Nous soutiendrons chaque fois que c'est positif. Nous conseillerons chaque fois que nous sentirons qu'il y a de la négativité pour qu'il y ait amélioration globale de la gouvernance. S'il y a une amélioration de la gouvernance, c'est tout le monde qui gagne. Parlant de l'éventuelle augmentation du prix de carburant à la pompe, Michel Kamano ne voit pas d'autres leviers sur lesquels s'appuyer pour éviter à l'économie guinéenne de s'asphyxier. Donc attendons-nous à avoir un prix moyen autour de 10 000 francs pour que notre économie importe pour les besoins de l'économie, pour qu'il n'y ait pas de coulage. La lutte contre la corruption, l'injustice, mais aussi la culture de la bonne gouvernance sont des moyens permettant à la Guinée de redorer son image et de réconcilier les gouvernants et les gouvernés. Tenu ce lundi à Conakry d'un atelier de restitution de l'étude diagnostique des centres d'autonomisation des femmes. La rencontre s'est tenue au centre d'autonomisation des femmes de Cameroun dans la commune de Dixine. C'est une initiative du ministère des Droits
et de l'autonomisation des femmes sur le thème « Le partenariat bilatéral, une opportunité au service des filles et femmes démunies ». Compte rendu donc signé Marissa Camara, Kerno Sadouba. Le secteur de l'autonomisation des femmes constitue un précieux mécanisme d'insertion socio-professionnelle et économique des femmes. Les centres d'autonomisation des femmes développent des filières diversifiées et présentent d'énormes potentialités. Ils contribuent à lutter contre le chômage et la précarité des femmes et filles. Cette étude diagnostique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet entrepreneuriat. Il faudrait progressivement les aider, les accompagner à améliorer la gestion. C'est important. Si nous ne améliorons pas la gestion administrative et financière, on ne saurait pas réellement être efficace sur l'atteinte des objectifs. C'est important que nous veillions sur le renforcement de la performance en termes de gestion dans les différents centres d'autonomisation. À cette rencontre d'échange, les responsables des différents centres d'autonomisation des femmes de l'intérieur du pays et de Conakry, les cadres du département et les partenaires techniques et financiers, cette étude qui n'a porté que sur 5 CAF relève le constat sur l'état de l'ensemble des centres du pays. Cet atelier tentera alors de trouver des solutions et proposer des recommandations. Cette étude, c'est une première parce que ça a dénoté tous les mots qui gangrènent les CAF. Donc, le pourquoi ça ne va pas, le comment ça peut aller, c'est cette étude qui va nous identifier pour qu'il y ait une meilleure amélioration de nos CAF-là. Le recrutement des monitrices qui doivent former ces filles-là au sein de ces CAF, ça c'est un problème à part. Et puis encore, deux fois aussi, c'est l'accompagnement de ces apprenantes qui sont formées du CAF. Mais actuellement, avec l'Agence belge au développement et puis avec les partenaires aussi INFPA, vraiment l'accompagnement de ces filles-là ne font pas défaut. Il faut le préciser, cette étude a été commanditée par le département avec l'assistance financière de l'Agence belge de coopération ENABEL. L'humanité célèbre ce lundi 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une occasion mise à profit pour faire un diagnostic du système des télécommunications de notre pays. À en croire un expert que notre équipe de reportage a rencontré, plus de 300 millions de dollars ont été investis dans le secteur sans pouvoir le capitaliser. Parmi ces projets figurent l'ex-Sotelgui devenu Guinée Télécom, le Smart City et le projet de construction de la data center. Al-Sedi Bari, Ibrahim Souri Kamara nous explique la suite. Si l'État fait des efforts dans le secteur des télécommunications, l'impact, eux, ne sont pas visibles sur le terrain, assure un consultant en digitalisation. Une situation qui s'expliquerait par le manque de retour sur investissement en termes de ressources financières et de satisfaction sociale. En 10 ans, on a à peu près plus ou moins 300 millions de dollars qui ont été investis. Donc sur ces 300 millions de dollars, quand tu fais le bilan, en fait, l'impact est moins en fait. On a le cas de la Sotelgui qui a engorgé plus de 50 millions de dollars, et qui est aujourd'hui l'ex-Sotelgui, qui est aujourd'hui Guinée Télécom, qui peine encore à se relever il y a plus de 5 ans. Il y a le Smart City qui est en cours. Il y a le projet de construction de la data center. Il n'y a pas de retour sur ces investissements. À cela s'ajoute le manque de moyens techniques, financiers et infrastructurels. Il y a pas mal de législations qui sont plus adaptées en fait, à la situation actuelle. Le contrôle en fait, des flux sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité. Aujourd'hui, à mon avis, la loi sur la cybercriminalité est insuffisante. Pour être à la pointe des technologies, le gouvernement a entamé la biométrisation et la digitalisation de l'administration, des réformes auxquelles ce spécialiste ne croit pas. Pour lui, il faut satisfaire des préalables qui sont la dématérialisation, l'informatisation, pour espérer être dans la digitalisation. Tu pars dans les tribunaux aujourd'hui ou dans les ministères, toutes nos données en fait, sont sur des papiers. Ces papiers sont empilés en fait. Il faut commencer d'abord à transformer ces papiers en des données pour pouvoir les conserver et les faire passer sur des plateformes digitales pour pouvoir en fait communiquer de façon la communication, pouvoir appliquer la communication numérique dans notre administration. L'autre question abordée, c'est le tarif de connexion fixé au gré des opérateurs de téléphonie. Selon Kaba, la connexion ne coûte pas plus cher en Guinée par rapport aux autres pays. Le véritable problème reste le manque de contrôle. On a besoin d'infrastructures pour pouvoir contrôler le flux,
le flux et aussi le système de facturation de chaque opérateur. Ce sont donc des défis dont devrait relever le ministère de la Télécommunication et de l'économie numérique en cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À partir de ce lundi, les huissiers et les avocats en grève depuis un mois ont décidé de mettre provisoirement un terme au boycott des cours et tribunaux en attendant la conclusion des travaux d'un comité technique mis en place par le ministère de la Justice et les grévistes. C'est le 12 avril dernier que ces auxiliaires de justice ont lancé leur mouvement lorsqu'ils se sont sentis ne plus pouvoir exercer leurs charges en toute sécurité. Ce matin, notre équipe a sillonné le terrain pour constater la reprise des activités dans quelques cours et tribunaux de la place. Suivez leur constat. Mohamed Valektouri, Abdoulaye Kamara. C'est ce lundi 17 mai qui était annoncé pour la reprise des activités dans les cours et tribunaux du pays après une période de boycott. Les huissiers de justice et les avocats en grève depuis 3 semaines ont finalement levé la suspension de leur mot d'ordre. Mais le constat ce matin est peu reluisant dans certains tribunaux sillonnés. Au tribunal de première instance de Kaloum, les activités tournent au ralenti. Aucune audience depuis le matin, la présence de quelques greffiers et avocats est au compte-gouttes. Pourtant, l'arrêt de cette grève intervient à la veille de l'ouverture du procès des responsables de l'opposition, renvoyés pour jugement. C'est le même constat à la cour d'appel. Pas d'audience, toutes les portes sont fermées. Pourtant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, après beaucoup de médiations menées auprès des débrayeurs, au sortir du cadre de concertation entre son département et les huissiers appuyés par le barreau de Guinée, avait rassuré que tout était entré en ordre. Pour rappel, c'est le jeudi 15 avril que les huissiers ont entamé un arrêt de travail pour protester contre le refus des autorités guinéennes de leur accorder des réquisitions. La valorisation de l'islam en Guinée, chacun y apporte ce qu'il peut. Et là, Moussa Kamara lui a choisi une double lutte. Il vient d'offrir un bus pour transporter les travailleurs du secrétariat général aux affaires religieuses. L'acte vise à faciliter le travail pour les cadres du centre islamique de Donka. En recevant ce don, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses a formulé des prières et bénédictions. Reportage Guénembemba Koulibaly, Korea, Abou Kourouma. Subissant les embouteillages monstres pour rejoindre le service, ces cadres reçoivent ce bus avec joie. Ce véhicule de 12 places va soulager ces travailleurs du secrétariat général des affaires religieuses. Très content de ce geste, le ministre secrétaire général, Elhadj Ali Jamal Bangoura, a remercié à juste titre le donateur. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour l'islam, c'est une fierté pour tous les musulmans de ce pays, pour avoir un individu, un religieux qui pense progrès de notre département. Elhadj Khalifa Moussa Kamara, donateur de ce véhicule, se dit fier d'avoir fait ce geste et invite les autres à emboîter les pas pour le bonheur de l'islam. C'est un acte symbolique de ma modeste personne de faire ce geste. Ce n'est pas pour se faire voir en face du monde, dire que je suis le plus béni, ou je suis le plus gentil, ou je suis le plus éduqué. C'est un devoir pour moi et droit pour tout le monde. La cérémonie s'est clôturée par des prières et bénédictions en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Page noire de cette édition d'information, Abdoulaye Souma, peloton des journalistes d'honneur de la Voix de la Révolution, a tiré sa révérence ce samedi 15 mai. Il a été le premier journaliste à présenter le journal télévisé sur les médias d'État. Cette icône s'est éclipsée des projecteurs des suites d'un AVC. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Ibrahima Souri 5 Souma ont rencontré ses anciens collaborateurs. Suivez quelques témoignages. Après plusieurs années de service rendu à la nation, Abdoulaye Souma, communément appelé Pablito, s'est éteint à jamais. Cette icône de la Voix de la Révolution a fait ses premières armes au compte de l'émission Idéologie au service du peuple en compagnie du doyen Séni Sylla. Ces voix étaient là pour encore reprendre et de manière impeccable les importantes adresses à la nation du chef de l'État. Donc ces discours pouvaient, n'est-ce pas, venir de certains tomes comme
l'Afrique et la Révolution. Voilà, ça c'est le tome 13, c'est un des meilleurs tomes dont beaucoup, n'est-ce pas, d'hommes de lettres parlent. Fervent journaliste d'alors, il est aussi le premier journaliste à présenter le journal télévisé lors de sa création le 14 mai 1977. Ce jour-là, j'ai même oublié de dire camarades militants de la Révolution démocratique africaine. Tellement qu'avec l'émotion, et chez le ministre, et chez le directeur et moi-même, j'ai dit une phrase ce jour-là qui est devenue une phrase, disons, internationale qu'on dira toujours. J'ai dit, aimables téléspectateurs, bonsoir. Dès lors, il fut le seul présentateur des grandes éditions d'information et les émissions de grandes causeries. Le choix porté sur l'homme à cette occasion n'est pas fortuit. Il s'imposait de lui-même, ce n'était pas quand même le meilleur des journalistes de la Voix de la Révolution, non, je vous l'ai dit, c'était vraiment la compétence, c'était la qualité, la crème des journalistes africains, il n'y avait aucun complexe par rapport à ça. Ce pionnier a également participé à la formation de plusieurs journalistes de la RTG. L'un de ses stagiaires et réalisateurs se souvient de lui. Moi, j'étais stagiaire, donc je n'avais pas la capacité à l'époque de rédiger les lancements à la place des reporters que vous connaissez. Et là, Abdoulaye Souma, quand je l'appelle, je dis « Ah, donc pas, je n'ai pas de présentateur et il est l'heure pour le journal. » Il vient à moins 5 minutes du journal. À partir de ce papier, il pouvait faire le lancement de chaque élément, comme si c'est le reporter même qui avait écrit le lancement pour lui remettre. Le titre de premier présentateur à la télévision nationale n'avait aucun effet sur Abdoulaye Souma. On n'a jamais senti, tout le temps que nous avons passé ensemble à la RTG, à la télévision nationale, qu'ils revendiquent ce titre. Non, d'ailleurs, ça ne leur disait rien. L'AVC qui l'avait frappé a pris le dessus sur Abdoulaye Souma durant 15 ans, avant de tirer sa révérence le 15 mai 2021, le lendemain de la date d'anniversaire des 44 ans d'existence de cette télévision nationale. Un génie ne meurt pas, mais il vit à travers ses œuvres. Acheté à prix d'or par Liverpool, Naby Keita, qui a connu plutôt des débuts encourageants avec les Reds, traversant ce moment, des moments difficiles, à l'image de son club victime de blessures à répétition. Le milieu de terrain guinéen a disputé peu de matchs et n'a pas vraiment brillé pendant le peu de rencontres qu'il a disputées. À date, les langues se délient, des rumeurs l'envoient hors de Liverpool. C'est un reportage de Valek Touré, Mamadou Boiba et Aboubakar Kekebangora. 524, c'est le nombre de minutes jouées par Naby Keita. Cette titularisation et 3 entrées en jeu en Première Ligue cette saison pour 0 but et 0 passe décisive. Des chiffres inquiétants pour l'international guinéen. Ce faible temps de jeu s'explique en partie par les blessures à répétition dont il est victime. Les nombreuses blessures à répétition, parce que s'il n'est pas titulaire aujourd'hui, s'il n'est pas régulier et performant, c'est parce qu'il passe la plupart du temps à l'infirmerie. Pour ce proche du capitaine du Sili national, le patriotisme du joueur a aussi joué contre lui. À la dernière CAN, il a défendu les couleurs de la Guinée alors qu'il était blessé. Il s'est forcé parce que la demande était tellement grande. L'espoir que les Guinéens portaient sur lui était tellement énorme qu'il s'est sacrifié pour aller à cette Coupe d'Afrique. Et depuis, les blessures se sont succédées et il a du mal à guérir ses plaies. Certains supporters de Naby Keita veulent qu'il change de club pour voir si la situation va s'améliorer. Malik Kébé estime que ce n'est pas nécessaire. Il conseille plutôt aux joueurs de rester et relever le défi. Cela ne devrait pas amener les gens à penser que c'est la fin de la carrière de Naby. Loin de là. Naby est un joueur pétri de talent. Je pourrais dire que c'est le seul Africain qui n'a pas fait un centre de formation aujourd'hui, qui joue dans un grand club de cette dimension et qui a même remporté à la fois la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, mais également le championnat anglais. Tout le monde est unanime sur le talent de Naby Keita, mais pour ce journaliste,
il faut bien plus que du talent pour faire une bonne carrière. Il y a aussi le corps qui doit être adapté à l'alimentation, même à la fonction dont l'entraînement doit être fait. Parce que l'Angleterre, ça a beaucoup d'exigences physiques. Donc il faut que le corps soit adapté à ça pour qu'il puisse vraiment être le Naby Keïta qu'on a connu par le passé. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur qui a la confiance de son entraîneur a manifesté son intention de rester à Liverpool. L'angle de ce soir va nous conduire à Kankan. Une jeune dame en état de famille hospitalisée à la maternité de l'hôpital régional a perdu la vie pour défaut de paiement des montants de 700 000 francs guinéens, tenez-vous bien, que les médecins leur ont exigé, des médecins qui, par la voix de la sage-femme qui était de garde pendant la nuit de l'incident, nient en bloc les accusations portées en leur charge par la famille de la victime. C'est le grand format du jour signé par notre correspondant régional Alpha Omar Koïta. Hospitalisée le 13 mai dernier pour menace d'avortement, Mariam Kandé a finalement succombé à ses douleurs dans la nuit du samedi à dimanche à 4h du matin à la maternité de l'hôpital régional de Kankan. La maternité dont le personnel est tenu pour seul responsable de la mort de cette jeune dame par sa famille. Sous le choc, le mari de la défunte qui peine encore à se remettre de cette disparition tragique de son épouse confie sa voix au président de la jeunesse du quartier Bordeaux où ils habitent. La femme est partie, elle est enceinte, très souffrante. Elle est partie, on lui a demandé de payer 700 000 francs. Son mari a dit, ah, ok, je vais chercher ça à la maison. Donc la femme est restée vers 23 heures. La douleur ne fait qu'accentuer. Il y a une de ses sœurs qui était à côté, est allée alerter les femmes qui étaient en garde. Et vraiment, ma sœur est très souffrante, veuillez la regarder. Donc, elles n'ont pas regardé la femme. La femme est restée comme ça à elle-même. Vers 4 heures, elle a rendu l'âme. Vraiment, c'est des pratiques vraiment qui sont courantes à l'hôpital régional de Kankan. Ce n'est pas la première fois. Dans la famille mortuaire, cette pratique malsaine qui est devenue le quotidien des médecins et sages-femmes de la maternité de l'hôpital régional de Kankan, qui était censé s'occuper de la dame, indigne plus d'un. Une femme en grossesse qui part alors que sa prise en charge devait être gratuite. L'État lui en a déjà parlé et que l'on exige à la malheureuse qui est mourante de payer 700 000 avant de la traiter. Elle n'a pas pu avoir 700 000, donc on l'a laissé mourir. Voilà vraiment ce qui est écœurant. Très écœurant, c'est des pratiques qui sont courantes dans nos centres hospitaliers que l'État doit pouvoir réviser et prendre des mesures afin que cela ne se répète plus. Désemparée, Massanki Kandé, la jeune sœur de la victime qui était à son chevet dans son lit de malade, se rappelle des derniers moments partagés avec sa sœur aînée. Ils ont demandé 700 000 quand même. Mais je ne sais pas si mon beau a payé, s'il n'a pas payé, je ne sais pas ça. Pour hier, là, ça a commencé à 23 h jusqu'à 4 h. Il n'y avait pas de médecin. Ils n'ont pas vérifié. Ils m'ont occupé un là. C'est fini. De la famille mortuaire, notre équipe s'est dirigée à la maternité de l'hôpital régional de Kankan à la rencontre des présumés accusés. Dès notre arrivée, la sage-femme qui était de garde pendant cette nuit-là, qui est d'ailleurs la principale mise en cause dans cette affaire, nous a accueillis à bras ouverts avant de nous livrer sa version des faits à visage caché. C'est une femme qui est hospitalisée pour menace d'avortement de 11 semaines, qui a été hospitalisée. Elle était sous traitement. Moi, j'étais de garde hier samedi. Donc, à la prise de service, après la visite des malades hospitalisés, le médecin a jugé nécessaire de refaire l'échographie chez cette femme. L'échographie a été faite et qui a révélé une grossesse arrêtée de 11 semaines. Et la femme, c'est la belle-sœur d'un de nos collègues, un collègue médecin. Donc, le médecin est revenu me voir. Il m'a dit que, madame, on m'a dit que la grossesse de ma belle-sœur là est arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai dit, il n'y a pas à paniquer. Une grossesse déjà arrêtée, ce n'est pas une urgence. Elle reste hospitalisée, elle va rester sous surveillance. Poursuivant, Dame Fatou Kamara nous parle de la nuit au cours de laquelle la patiente a rendu l'âme. Vers 21 h, la dame est venue.
Elle a quitté sa cabine, elle occupait la cabine Lit4. Elle est venue me voir, qu'elle n'a pas mal, elle n'a pas d'hémorragie. Comment elle va se séparer de sa grossesse là? Je lui ai dit de rester tranquille. Est-ce qu'elle a reçu son injection? Elle m'a dit oui, qu'elle a été injectée. J'ai dit d'accord. Maintenant, va te coucher. C'est petit à petit. Ce n'est pas une grossesse à terme, ce n'est qu'une petite grossesse. 11 semaines, ça peut comprendre entre 2 à 3 mois de grossesse. Ce n'est pas une grossesse qui est à terme, ce n'est pas une grossesse avancée. Donc il y a moins de risques. Elle est partie, elle s'est couchée. Vers 4 heures du matin, quand nous revenons du bloc opératoire, quand elle est tombée, celle-ci a crié et la voisine est courue venir nous alerter. Ça a coïncidé à la sortie du médecin pour aller poser une de nos opérées sur son lit. Elle dit, toi tu es docteur, toi tu es docteur. Il dit, oui, je suis docteur. Viens voir la dame là. Elle est tombée de son lit. Donc le médecin est venu, il a vu, moi j'étais en salle d'accouchement, je dirigeais un accouchement. Le médecin est parti, il a vu que la femme était à terre. Il a fait le constat, il a vu que la femme était inerte. Elle ne respirait pas, les paramètres vitaux ne fonctionnaient plus. Donc il a constaté le décès de la femme à terre, dans sa cabine. On vous reproche d'avoir demandé à la famille de la victime le paiement d'un montant de 700 000 francs guinéens avant toute prise en charge de votre cliente. Une femme qui est déjà hospitalisée, avec dossier et reçu. Comment je pourrais réclamer 700 000 à cette femme? Et de surcroît, c'est la belle-sœur d'un médecin. Donc vous niez complètement qu'elle aurait payé de l'argent? Elle n'a payé aucun montant ici? Avec moi, jamais. Non, à l'hôpital, parce qu'on nous a montré. Elle a payé à l'hôpital. Elle a le billet de reçu sur son dossier. Elle a le billet du bon d'examen du laboratoire sur son reçu. Elle a ses produits. Je ne sais pas les produits, où elle a payé les produits, je ne sais pas. Mais chez nous ici, l'hospitalisation est sur le dossier, vous pouvez voir le dossier. Maintenant, le montant qui a été payé là, c'était dans quel cadre? Ça, c'est payé depuis le 13. C'est l'hospitalisation qui est à 95 000. Le bon d'examen pour le laboratoire qui peut varier selon les examens demandés. En attendant que lumière soit faite sur cette affaire, Dame Mariam Kandé, la trentaine, a rejoint sa dernière demeure dans l'après-midi de ce dimanche au cimetière de Kokoudouni dans la commune urbaine de Kankan, laissant derrière elle un mari désemparé et un petit garçon. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que cette sage-femme et le directeur de l'hôpital auraient été convoqués par la police pour être entendus dans cette affaire. C'est la fin de cette édition d'information. À la régie, il y avait Saloum qui était avec nous, Saloum Fofana. On n'oublie pas également notre réalisatrice du jour. Il s'agit surtout de notre ami Bangora Dienab qui était avec nous. On remercie également Labine Sidibé qui était au niveau de la régie. Portez-vous bien, où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.